Changer une nation entière, on pense tout de suite à des armées, à des révolutions, n'est-ce pas? Et si on se disait que quelqu'un a essayé de le faire, armé seulement de son intelligence et d'une plume? C'est l'histoire incroyable d'Arai Akuseki, un homme qui a défié un empire, de l'intérieur. Et voilà la question qui est vraiment au cœur de notre histoire. Est-ce que c'est possible ça? Un seul individu, armé de sa seule raison, peut-il vraiment redresser un système entier qui est au bord du gouffre? Eh bien, le parcours d'Akuseki, c'est une tentative de réponse absolument fascinante. Alors, pour bien comprendre son combat, il faut se projeter au Japon, au XVIIe siècle. De l'extérieur, tout a l'air parfait. C'est ce qu'on appelle la Pax Tokugawa, une très longue période de paix, de stabilité. Mais sous cette belle façade, en coulisses, le système s'effritait. L'économie partait à volo, la corruption était partout. C'était une sorte de déclin silencieux. Et c'est là, au milieu de tout ça, qu'un homme a décidé de mener sa bataille. Alors, qui était cet homme au juste? Dans quel monde il est né? Il faut s'imaginer une société ultra rigide. Un monde où votre naissance, ça déterminait absolument tout le reste de votre vie. Et Arai Akuseki, lui, n'était pas un noble. Ah non, loin de là. C'était le fils d'un ronin, c'est-à-dire un samouraï sans maître, sans emploi. Concrètement, ça veut dire qu'il a grandi dans une misère noire, tout en bas, mais vraiment tout en bas de l'échelle sociale. C'est important de bien comprendre ce que ça veut dire ronin à cette époque-là. Le Japon était en paix, donc les guerriers, ils ne servaient plus à grand-chose. Être un ronin, c'était être un paria, un type sans avenir. C'était ça la barrière, le mur qui semblait infranchissable et qui s'est dressé devant Akuseki dès sa naissance. Et pourtant, contre toute attente, cet homme qui partait de zéro, de rien du tout, va connaître une ascension, mais fulgurante. C'est vraiment là que son histoire devient complètement extraordinaire. Regardez-moi cette chronologie, c'est juste fascinant. On a un parcours qui est basé à 100% sur le mérite, sur l'intellect. Il part de la pauvreté la plus totale, fils de ronin, on a dit. Il passe sa vie à étudier, tout seul, en autodidacte. Et un jour, il se fait repérer par un futur shogun. De là, il devient son prof, son tuteur, et finalement son drag roi, son premier ministre en quelque sorte. C'est une ascension incroyable, pas grâce à l'épée, pas grâce à un héritage, non, juste par la force de son esprit. Pour l'époque, c'était un vrai miracle. Et cette phrase, il l'a écrite quand il était jeune, dans un poème. Elle dit tout en fait. On sent la rage, la colère face à sa situation, mais par-dessus tout, on sent une confiance en lui, une ambition qui est juste démesurée. Il le savait au fond de lui, qu'il était fait pour de grandes choses. Et ce jour, finalement, il est arrivé. Ce qui est dingue, c'est que sa relation avec le shogun Yenobu, ce n'était pas du tout une relation de maître à serviteur. Non, ils étaient des partenaires intellectuels, unis par un respect mutuel. Et ensemble, ils ont lancé des réformes hyper audacieuses pour remettre de l'ordre dans l'économie, dans la politique. Ça y est, Akuseki était enfin au sommet. Mais voilà, en politique, ça se passe rarement comme dans les livres, surtout quand on essaye de tout bousculer. Le succès, c'est souvent très très fragile. Et notre idéaliste, il allait se prendre la réalité en pleine face. Ce moment de gloire n'a pas duré. La chute a été aussi brutale que l'ascension avait été rapide. Absolument tout ce qu'il avait construit était sur le point de s'effondrer. Et voilà comment ça s'est passé. C'est une mécanique implacable, en 4 temps. Premier acte, la tragédie. Son protecteur, le shogun, meurt d'un coup. Deuxième acte, ses rivaux, les conservateurs qu'il détestait, sautent sur l'occasion et prennent le pouvoir. Troisième acte, il démantèle toutes ses réformes, jugées trop logiques, trop modernes. Et enfin, quatrième acte, l'exil. Il est chassé du pouvoir. C'est terrible. L'homme qui avait tout gagné grâce à son intelligence se fait rejeter par un système qui, au fond, préfère la bonne vieille tradition à la raison. Alors le voilà, forcé à la retraite, loin de tout. Et c'est là, dans cette solitude, qu'il va forger sa philosophie la plus profonde. C'est le fruit d'une vie entière de combat. Pour bien saisir sa pensée, il y a un concept clé. Kishin. Alors ça fait référence aux esprits, aux dieux, aux démons, mais pour lui ce n'était pas de la superstition. En fait, il utilisait ce mot pour affirmer son rationalisme. C'était sa manière de dire « si ce que je fais est juste, alors même les dieux et les fantômes doivent s'écarter de mon chemin. La raison et la justice au-dessus de tout. » Et ça, c'est peut-être le cœur de son message. Il faut se rappeler qu'à son époque, beaucoup de gens se résignaient à leur sort à cause de leur naissance. Et lui, il arrive avec cette vision complètement différente. L'effort humain d'abord, et seulement après, on pourra parler du destin. C'est une véritable déclaration de guerre au fatalisme de son temps. Derrière l'homme d'État, il y avait l'homme, tout simplement. On le surnommait l'homme au masque de fer, parce qu'il paraissait froid, impassible. Mais cette phrase, elle révèle une douleur immense. C'est tout le poids de la solitude du dirigeant, devoir cacher ses failles, ses peines pour pouvoir continuer le combat. Bon, on pourrait se demander pourquoi parler d'un homme d'État japonais du XVIIIe siècle aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que ces combats, ces leçons de vie, elles résonnent de façon assez étrange et même très forte avec notre époque.
Si on devait garder 3 grandes leçons de sa vie, ce serait sans doute celle-là. D'abord, cette fierté du professionnel, l'importance de s'en tenir aux faits, à la logique face aux opinions toutes faites, au populisme. Ensuite, le pouvoir incroyable de l'auto-éducation. Il a prouvé que la volonté d'apprendre peut vraiment faire tomber toutes les barrières. Et enfin, le rappel que le leadership, ça rime souvent avec une très grande solitude. Au final, toute l'histoire d'Araya Kuseki nous laisse avec cette question. C'est l'histoire d'un homme qui a tout risqué pour ses idéaux. Il a touché le sommet, puis il a tout perdu. Sa vie nous force à nous demander, ça coûte quoi l'intégrité? Ça coûte quoi de s'accrocher à ses idéaux dans un monde qui bien souvent préfère le compromis? Et ça, c'est une question qui encore aujourd'hui n'a pas vraiment de réponse facile.